Salut les manchots et bienvenue sur le deuxième épisode de ce podcast qui m'a été très demandé. Que ce soit par MP, en commentaire ou pendant les lives, la question qui revenait absolument tout le temps, c'est à quand le deuxième épisode du podcast? Donc voilà, c'était assez compliqué de le faire en termes d'horaire. C'est pourquoi j'ai décidé de l'enregistrer tout seul dans mon bureau. Et c'est comme ça que se passeront sans doute les épisodes prochains. Donc le thème de ce podcast que j'ai hésité à faire, malgré qu'il m'ait été très demandé, c'est les motos que je préfère. Et elles seront classées par catégorie. Alors pourquoi j'ai hésité à le faire? Tout simplement parce que pour certaines motos qui pourraient être un peu rares ou pour certains détails dont je voudrais parler, c'est vrai que sans support visuel, le podcast, c'est un peu compliqué pour ça. Mais c'est pas grave, c'est un thème qui est revenu souvent dans les propositions que vous m'avez faites, donc je vais me lancer. Et un truc qui serait amusant, ce serait d'avoir des invités avec une liste similaire et pouvoir la commenter à deux. Ça, ce serait cool. On verra ça par la suite. Et peut-être aussi un autre épisode avec les motos que je déteste par catégorie. Ça serait marrant. Donc les motos que je préfère, mais pas forcément les meilleures dans leur catégorie, ni les plus performantes ou les plus fiables. C'est vraiment les motos qui me plaisent. Alors esthétiquement, mécaniquement ou adaptées à mon niveau de pilotage. Parce que par exemple, tu vois, une sportive, je vais pas mettre une 1299 ou une F4. Je n'ai pas le niveau pour piloter ça. Pas de cross ou d'enduro non plus, parce que ce sont des domaines que je connais très peu et je suis pas du tout apte à juger. Donc comme la première fois, j'ai un petit plan sous les yeux, donc juste la liste des motos, il n'y a aucun détail et je pars en total impro là-dessus. Donc on va commencer par les routières. Allez, les routières, je vais mettre déjà direct, c'est parti, une mention spéciale pour une très bonne routière mais qui n'est pas ma numéro 1. Et ça pourrait t'étonner par rapport à l'épisode précédent, c'est une BMW. Et c'est bien entendu la 1250 RT. Bah oui, parce que la 1250 RT, dans son contexte de routière, c'est une excellente moto. Moi j'ai déjà eu l'occasion de faire des longs trajets avec une 1250 RT, c'est un régal. Franchement, c'est une excellente moto. Alors oui, je la trouve pas belle, mais après c'est une routière. Va trouver une routière belle aussi, c'est compliqué. Elle a tous les défauts que je trouve au BMW, et j'en ai parlé dans le podcast précédent si tu l'as pas encore écouté. Mais voilà, je suis obligé de rendre à BMW ce qui appartient à BMW. La 1250 RT, sans doute une des meilleures routières jamais conçues. Mais celle qui, moi, arrive en tête de liste, c'est la Moto Guzzi Norge 1200. Alors, pourquoi la Norge 1200? Parce que c'est une excellente routière également. Je dirais même qu'elle a une partie plus polyvalente que la 1250 RT, parce qu'elle est un poil plus compacte, elle est un poil plus rigide aussi, moins lourde, et je trouve qu'elle s'adapte vachement plus facilement aux petites routes, aux cols de montagne, aux espaces sinueux, ce que la 1250 RT est difficilement capable de faire. Après, sur autoroute, sur les grands axes, les deux, elles sont très bonnes, même si la Norge est un cran en dessous, on va dire, en termes de confort et de protection. Mais la Norge, voilà, je la trouve plus jolie, je la trouve plus joueuse, et je la trouve surtout beaucoup plus caractérielle. Les deux sont des V-Twin, tu sais que j'adore les V-Twin. D'ailleurs, dans cette liste, attends-toi à voir du V-Twin, je te le dis tout de suite. Mais je trouve que l'italienne a clairement plus de caractère, de charme. Elle a aussi un côté original, parce que des Guzzi Norge, t'en vois quand même vachement moins souvent que des RT 1250, ou 1200, tu m'as compris. Et voilà, ça reste une moto qui est assez fiable, qui est relativement facile à mécaniquer, avec ses défauts bien entendu. Mais voilà, moi la Norge 1200, c'est une moto que j'aime beaucoup. C'est une moto qui est très sous-estimée, qui est vraiment sous-cotée par rapport à ce qu'elle peut t'offrir en tant que motard. Donc si tu cherches une routière originale, confortable, avec de l'autonomie, avec de la puissance, ça fait quand même 100 chevaux à peu près, t'as 10 mètres kilos de couple, voilà, je peux que te proposer d'essayer une Guzzi Norge. Ça vibre, t'as un couple de renversement magnifique. C'est une moto qui va vraiment t'offrir des sensations et avec laquelle c'est un plaisir d'aller rouler loin, quoi. Donc voilà pour les routières, et maintenant on va attaquer les roadsters. Alors le problème que j'ai avec les roadsters, c'est que en vrai j'ai toujours pas fait mon choix. Je me suis fait une petite liste, là il y en a 5 motos, et il va falloir que j'en choisisse une en direct avec toi. Bon allez, je vais évacuer déjà la Speed Triple 1050. C'est une excellente moto que j'aime beaucoup, que je trouve très belle, qui a l'avantage de pouvoir être aussi agréable pour des balades tranquilles que pour arsouiller. Mais il lui manque un petit truc, le petit X-Factor qui ferait que, voilà. Mais elle est quand même clairement dans mon top 5. Ensuite, je suis désolé pour elle, mais je vais virer la Super Duke 1290, ou 1390 si tu veux, mais j'ai pas essayé la 1390 encore. La partie cycle est géniale, le moteur est fantastique. Ça, c'est un bon gros V-Twin comme je les aime. Le seul problème pour moi, c'est le look, où j'ai un petit peu de mal avec le look KTM, on va pas se mentir. En fait, je la trouve très belle dans son style. Elle a un style affirmé, etc. Et je la trouve très bien faite dans ce style. Mais moi, c'est pas le style qui me convient. Ensuite, et ça me fait mal, limite il faudrait qu'elle ait une catégorie des trucs un peu bizarres, mais je vais virer la Buell XB 1200. J'adore cette moto, mais en réalité je l'ai pas tant roulé que ça. C'est surtout que je la trouve très belle et que j'adore son moteur. Et c'est vrai qu'il faudrait que je la connaisse un petit peu mieux pour décider si oui ou non elle aurait sa place légitimement dans mon classement personnel.
Donc là, maintenant, il m'en reste deux. Deux italiennes, hein, je vais pas te mentir. Mais pas de V-Twin, tu vois comme quoi. Donc j'ai la Monster 1100 Evo de chez Ducati et j'ai la MV Agusta 800 Brutal. Et là, c'est un peu difficile de choisir parce que j'aime beaucoup les deux. Et visuellement, elles sont très très belles. Hein. Toutes les deux des motos très compactes, très courtes, relativement minimalistes, même si c'est deux approches de minimalisme un peu différentes. Très agressives aussi visuellement et en termes de position de conduite, mais aussi d'ailleurs en termes de performance. Hein. Ce sont deux motos bourrées de couple pour la première, bourrées de puissance pour la seconde. On est à 100 chevaux et 10 mètres kilos de mémoire pour la Monster. Et on est à 140 chevaux et 8 ou 9 mètres kilos pour la Brutal 800. Alors, dans sa version R. Parce que la version normale, je crois qu'elle fait 110 chevaux. Donc, deux moteurs très très différents aussi en termes de sensations. Le Monster 1100, c'est un moteur qui cogne, c'est un moteur rugueux. Où tu as tout le couple maximal qui est disponible très 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 bas. Hein. Dans les, tu vois, ça commence à te taper dans le cul à partir de 4000-4500 tours, c'est incroyable. Alors que le kiff sur la Brutal 800, c'est qu'elle monte sans jamais s'arrêter. Le machin peut prendre 16 000 tours quand même, excuse-moi du peu. On est vraiment sur deux sensations différentes. En termes de partie cycle, pour moi la MV Agusta a l'avantage. Je trouve la partie cycle plus pointue, plus précise, mais celle de la Ducati est déjà au top. Alors après, on parle aussi de deux générations différentes, parce que la conception du Monster 1100, c'est fin des années 2000, alors que la Brutal, alors il y avait déjà des Brutales à cette époque-là, mais elles ont beaucoup évolué, et c'est vrai que les Brutales auxquelles je pense, c'est celles 2017-2019, celles que je connais les mieux, quoi. Mais en termes effectivement, de performance pure, l'MV Agusta est largement au-dessus. Mais en termes d'utilisation quotidienne, clairement, je préférerais la Ducati, qui est plus fun sur les petites routes, pour les basses vitesses, et peut-être aussi moins fatigante au quotidien, j'entends. Donc voilà, je pense que je vais couper la poire en deux. C'est-à-dire que, en admettant que ma moto du quotidien, ce soit déjà une Ducati, donc en V-Twin, et que ce soit ma Multistrada 1200, typiquement, et que justement je voudrais en deuxième moto quelque chose qui change un peu, et ben ma moto préférée en roadster, ça sera la MV Agusta Brutal 800. Allez, c'est décidé, voilà, je choisis le 3 cylindres. Je choisis le 3 cylindres contrarotatif, je choisis la partie cycle de folie incroyablement précise. Je choisis le design ultra original, peu courant sur nos routes. Je choisis cette magnifique triple sortie d'échappement juste devant la jante qu'on peut admirer dégagée par le monobras. Je choisis la moto qui prend des tours jusqu'à n'en plus finir. Putain, mais ça fait quelques... Ça doit bien faire 2 mois que j'en ai pas piloté une et je te jure, ça me manque. Hein. Bref, je vais pas m'éterniser. Roadster, MV Agusta, Brutal 800. C'est tout, c'est comme ça. Allez, je vais pas m'éterniser là-dessus, on passe à la catégorie suivante. Les super motards. Bon, là ça va être un peu plus rapide. Les super motards, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choix en soi. C'est-à-dire qu'en gros, t'as les KTM / Husqvarna, qui sont très très bonnes, hein, que j'adore. Même si les dernières versions, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je trouve qu'elles sont vachement lissées d'un point de vue caractère moteur. C'est-à-dire que t'as une cartographie d'injection. Pour moi, super motard, tu rentres un rapport, tu bloques la roue. Ça s'arrête là. Tu dois faire de la dérive dès que t'en as envie. Là, quand je dois galérer pour partir en dérive, ça me saoule un peu. T'as la nouvelle Ducati 698, dont j'ai fait un essai d'ailleurs sur la chaîne YouTube, c'est la seule vidéo. Pas la peine d'aller voir la vidéo, honnêtement, elle est pas ouf. Mais la moto est géniale. Et honnêtement, je pense que je préfère la Ducati à une 701 ou une 690. Alors pas parce que c'est Ducati, juste parce que je trouve qu'en termes de caractère moteur, elle offre plus de sensations. Voilà. Et c'est très réussi, et vraiment un très bon kiff avec cette moto. Mais c'est pas celle-là que je vais choisir, parce que le super mode que je vais choisir, c'est une électrique. Et ce serait la 0 FXE. Alors là, c'est pas le caractère moteur, évidemment, qui me fait faire ce choix. C'est vraiment le côté fun, extrêmement fun de la moto dans son ensemble. Si je dois choisir une thermique, d'accord, je prends la 698. Mais si j'ai le choix entre tous les super motards, je vais prendre la 0 FXE. Je vais pas te faire l'éloge de l'électrique, hein, c'est pété de couple de haut en bas. La partie cycle est assez cool. Alors c'est peut-être là qu'ils auraient besoin de travailler, c'est-à-dire qu'ils ont fait une partie cycle qui est correcte, mais c'est vrai que d'un point de vue sportif, si tu la compares à une partie cycle haut de gamme comme celle d'une KTM, d'une Husqvarna ou d'une Ducati, on n'y est pas encore. Ça peut pas encaisser les mêmes contraintes, ça le fait pas avec autant de précision, ça le fait pas... Là, en fait, ce qu'il faudrait, c'est un gros moteur, le moteur électrique de la FXE dans le châssis de la Ducati, par exemple. Ça, ce serait super cool. Mais en attendant, effectivement, la 0 FXE, parce que, voilà,
Le supermode, c'est le machin que je veux quand je vais chercher le pain au village d'à côté. Si j'ai envie de me défouler juste pendant 20 minutes, aller faire un petit tour. Si j'habitais en ville, c'est exactement ce que je veux comme moto. Parce que c'est super confortable à basse vitesse, parce que ça fait pas de bruit, que c'est pas fatigant. Voilà, c'est une moto, t'as pas envie d'y passer la journée, mais le peu de temps que tu vas passer dessus, ça va être du fun à l'état pur. Et ça, c'est cool. Bon, évidemment, après, tu rajoutes tous les avantages de l'électrique, c'est-à-dire la présumée fiabilité, l'entretien moteur inexistant, etc. Donc voilà, à tous les inconvénients d'un supermotard, tu rajoutes en plus les inconvénients d'une moto électrique, je te l'accorde, mais bon, c'est pour ça que si je dois choisir une électrique, ce sera pour un supermotard, parce que c'est destiné à faire des trajets courts, juste pour s'amuser, et ça le fait très bien. Allez, prochaine catégorie, les customs. Alors, les customs, moi le problème c'est que de base j'aime pas les customs. Le look me plaît pas plus que ça, et ça correspond absolument pas à ma façon de rouler. C'est-à-dire cruiser quoi. Cruiser, alors bon d'après t'as les customs ultra carénés qui ont une tendance routière, mais là je préfère clairement une vraie routière. Mais voilà, je vais pas être ultra original là-dessus, ça va être une Harley Davidson, hein, parce que c'est ce que je connais de mieux, et que j'ai donc eu l'occasion d'en apprécier quand même, et ce sera la Sportster 48. Donc pas les vieilles, pas les toutes récentes là, mais celle qui était au catalogue juste avant, qui avait quand même un look un peu plus rétro, qui avait quand même un moteur avec un aspect plus traditionnel on va dire, que la nouvelle Sportster S là qui est en vente actuellement. Mais voilà, si je dois avoir un custom un jour, moi je le custom et j'en fais un putain de rat bike direct. Je te mets un gros guidon droit déjà, des commandes reculées, parce que là avoir les pieds à l'avant, là, c'est pas pour moi ça. Des petites commandes reculées pour être plus à l'aise, et je te fais une peinture et une custo dégueulasse en mode rat bike bien crade, et là ce sera marrant. Mais alors, le jour où j'ai un custom dans mon garage personnel, c'est vraiment que j'ai déjà toutes les motos de mes rêves. Et qu'il manquera plus que ça pour avoir une collection complète de toutes les motos de chaque catégorie, tu vois. Mais voilà, ça reste un moteur super fun, super vivant. Enfin, fun, je sais pas si c'est le mot. En tout cas, avec un vrai caractère, même si les puristes lui préféreront les versions à carburation, bien entendu. C'est une moto iconique. Voilà, en fait, c'est surtout ça l'argument principal. C'est le Sportster, une moto iconique. Et c'est principalement pour ça que c'est elle qui se retrouve en tête de mon classement des customs. Même si, on va pas se mentir, vu que je m'intéresse très très peu au custom, je me suis pas beaucoup ni très longtemps penché sur la question. D'ailleurs, en parlant des trucs que j'aime pas, on va passer aux deux catégories suivantes qui sont des trucs que j'aime vraiment vraiment pas et que j'ai mis plus pour le fun qu'autre chose. On va commencer avec les néo-rétro. Même le concept, j'aime pas ça. Et réinventez-vous. Mais bon, je comprends qu'on aime. Il y en a qui sont très réussis, faut l'avouer. Et celle que je vais mettre en tête de classement, c'est clairement la 90, la BMW 90. Et tu vois, je dis que j'aime pas BMW, et on me crache sur la gueule parce que je taille tout en BMW, mais je sais leur reconnaître des qualités. Et la 90, c'est une bonne moto. Alors, c'est vendu bien trop cher pour ce que c'est décliné en 1001 versions, édition spéciale pour rentrer encore plus de pognon, etc. Mais c'est une bonne moto. Le moteur est très réussi, il est vivant, il est caractériel, tout en étant super facile. Le look, que j'aime pas, mais dans son style, je trouve qu'il est très réussi aussi. Avec, voilà, là vraiment, c'est néo-rétro, quoi. C'est pas juste un look rétro sur une moto moderne, comme l'est par exemple la XSR 900, très bonne moto aussi, hein. Mais je vois pas trop le côté néo, à part dans la mécanique pure sur cette moto. Et c'est pas non plus une sorte de fausse néo-rétro, comme la, c'est quoi, la CB 1000R, là, sorte de café sport néo-rétro chelou, qui plaît, hein, qui a même un look, je trouve, plutôt sympa, mais j'ai du mal à comprendre esthétiquement son positionnement. Bref, la 90, pour moi, ça serait, voilà, si je dois avoir une néo-rétro, je prends la 90. En revanche, est-ce que j'assumerais vraiment de rouler avec en mode bon gros bobo Ah si, je la prends juste pour aller boire un verre en terrasse sur les plages de Biarritz. Voilà, ça, c'est vraiment l'utilisation parfaite pour une 90, c'est de faire le bobo dans les rues de Biarritz. Alors, en revanche, après, pour aller rouler dans l'école basque, plus personne. Bref, on a assez parlé de BMW, je trouve qu'on parle même beaucoup trop de BMW dans ce podcast. On va enchaîner avec une autre catégorie que je déteste de toute mon âme, c'est les scooters. Alors les scooters, c'est pas dur, si je dois en choisir un, c'est vraiment que j'ai pas le choix, d'une part, et ce sera un XADV. Alors le XADV, pourquoi déjà? Parce que ça change la gueule des T-Max et compagnie. Deuxièmement, c'est un vrai moteur
hauteur de moto qu'il y a dedans. Et puis surtout, il est placé sous le pilote et pas à la roue arrière, là, comme les autres saloperies, que t'as tout le poids à l'arrière et que tu peux pas tourner avec parce que sinon tu chasses du cul. Donc t'as quand même une partie cycle équilibrée qui s'approche plus de la moto que du scooter, avec en plus une position de conduite qui est pas si désagréable que ça, malgré le fait que t'aies tes pieds, côte à côte, là, devant toi. T'as quand même un grand guidon droit, assez haut, un petit PC super motard, et honnêtement, c'est marrant. Alors c'est marrant 5 minutes, mais c'est marrant. Donc quitte à avoir un scooter, si on me l'impose avec un flingue sur la tempe, c'est ce que je prendrais, un Honda XADV. Alors la catégorie suivante, c'est pas tant une catégorie que je déteste qu'une catégorie un peu à part, c'est celle des 3 roues. Alors évidemment, en 3 roues, t'as tous les scooters à la con, ça dégage. Et si tu les dégages, il en reste plus qu'un, c'est le Yamaha Niken. Alors le Yamaha Niken, tu peux en penser ce que tu veux, mais en vrai, c'est une excellente moto. Alors moi, j'achèterai jamais ça évidemment, mais dans son style, c'est une excellente moto. Pour avoir eu l'occasion d'en piloter 2 fois, ça a été vraiment surprenant. Déjà, t'as un super moteur 1000 Crossplane de chez Yamaha, et ça, je suis désolé, c'est une tuerie ce moteur. Pour moi qui n'aime pas les 4 cylindres en ligne, ce moteur, c'est ce qui se fait de mieux. Et la partie cycle, en fait, elle est ultra saine. C'est super sécurisant. J'ai pas eu l'occasion, malheureusement, de le pousser dans ses retranchements, ni de rouler très longtemps avec, mais le peu que j'ai pu le faire, c'était très très fun. C'est ultra stable. Alors ça, c'est incroyable, quoi. Tu penches sans te faire peur, tu prends les virages à des vitesses que t'aurais pas cru possible, ou en tout cas que tu ne pourrais pas le faire avec une moto que tu connais pas de base, parce que c'est impossible de se sentir aussi en confiance avec un train conventionnel qu'avec ce train-là. Non, franchement, c'est étonnant, et je comprends les gens qui achètent ça. Alors, ils sont pas très nombreux, je pense, mais honnêtement, c'est une moto qui vaut le coup d'être essayée. En tout cas, elle valait le coup d'être conçue. C'est évidemment une prise de risque sans doute absolument pas rentable qu'a pris Yamaha avec cette bécane, mais moi je suis content qu'elle existe, parce que honnêtement, elle a ses qualités. Elle a ses qualités et ses mérites. Donc voilà, c'était surtout histoire de la mentionner. Allez, revenons à des catégories plus cool, plus fun, où là je vais parler de motos que j'aime beaucoup. On va commencer avec les rétros, mais les vrais rétros, pas les néo-rétros. Alors attention, quand je dis vrais rétros, je parle de motos pour moi qui suis un millénial, je parle pas de vieux tromblons tout moisis du genre CB Four et compagnie là, que quand tu montes dessus, t'as l'impression que tu vas te flinguer à 90 km/h en ligne droite, que ça freine pas, etc., etc. Je vais te parler des rétros pour moi. Et moi, la rétro qui me tient à cœur, que j'adorerais avoir, c'est un V-Twin évidemment. Et c'est une moto française. Et tu verras qu'il y en a une autre dans ce classement aussi. C'est la Voxan, en modèle Café Racer pour moi. La Voxan qui est vraiment une moto originale en termes de conception, en termes de design. Alors moi, les Voxan, je les trouve toutes moches, sauf la Café Racer. Je suis pas fan du design, mais en tout cas, ils sont tous très originaux. Ils ont plu à l'époque, je pense, dans les années 2000. Ils ont vraiment plu parce que ça s'est vendu assez correctement, malgré les tarifs assez exorbitants de ces bécanes. Ce qui a tué la marque, je pense, c'est pas tant le prix que la fiabilité. Parce que c'était désastreux. Le moteur était vraiment désastreux en termes de mécanique, en termes d'accessibilité pour faire les entretiens et tout. J'en ai pas eu souvent des Voxan évidemment, parce que ce sont des motos qui sont assez rares, mais à chaque fois que j'en ai une, c'était à la fois un plaisir pour le côté original, le côté exclusif, et à la fois une purge en tant que mécanicien. Mais après, t'oubliais très vite le côté purge dès que tu montais dessus pour aller rouler. Parce que la partie cycle, elle est cool, elle est relativement bien foutue, mais alors le moteur, un gros twin en V, 2000 cm3, bourré de couple, qui vibre et tout. Non, vraiment, c'est super cool. Et ça, la dernière fois que j'ai regardé, ça coûtait pas trop cher encore. Et ouais, c'est une moto que j'aimerais vraiment avoir dans mon garage. Pour la sortir le dimanche quand il fait beau uniquement, d'accord, mais c'est une très belle moto avec un caractère de folie, qui a le mérite de l'originalité et le plaisir c'est d'avoir une moto un peu artisanat français. Donc en moto un peu rétro, la Voxan Café Racer. Alors ensuite, on va parler des dragsters ou des power cruisers. Alors là, on va dire que le choix est quand même assez restreint parce que il y a quoi ? T'as les Yamaha VMAX 1200 et 1700 qui malheureusement n'existent plus et c'est dommage parce que c'était vraiment des motos incroyables. T'as la Triumph Rocket 3 cylindres en ligne longitudinale complètement démesurée, et t'as la Diavel, alors les V2, les V4. Et si je devais en choisir une, je vais pas être très original, tu sais que j'aime Ducati, ça va être la Diavel. En revanche, je me tâte entre la V2 et la V4. Je trouve que la V2 est 1000 fois plus belle, en fait, avec son moteur et son énorme ligne d'échappement sur le côté. Mais des V2, j'en ai déjà plein dans la liste. Donc je partirai sur le V4, qui doit être évidemment 1000 fois plus démentiel en termes de performance brute de dragster que le V2. Alors je suis un grand fan de la VMAX aussi, que ce soit la version 1200 ou la version 1700. Et la Rocket 3,
elle offre des sensations absolument démentielles aussi, avec un moteur très original. Mais ce qui va faire la différence, c'est la partie cycle. Parce que la partie cycle des VMAX, c'est juste bon à te tuer sur la route. La partie cycle de la Triumph, c'est juste bon à faire de la ligne droite. Et la partie cycle de la Ducati, elle a vraiment des prétentions sportives. Je vais pas dire que tu peux arsouiller dans l'école de montagne, mais ça freine quand même super fort. Tu peux tourner en toute sécurité si tu décides d'aller te faire de la petite route à virage. C'est vachement plus sain, c'est vachement plus léger, c'est vachement plus agile. Donc voilà, c'est pour ça que je resterai quand même sur Ducati là-dessus. Les trails routiers maintenant. Les trails routiers. Normalement, si tu me connais, la réponse va pas te surprendre. Hein. C'est la Ducati Multistrada 1200S, les premières versions de 2010 à 2012. C'est vraiment la moto ultime selon moi. Pour le quotidien, pour une utilisation polyvalente. Disons que si je dois avoir qu'une seule moto, c'est pas pour rien que je l'ai acheté celle-là, c'est la Ducati Multistrada 1200. T'as à la fois le confort d'un trail routier, seul ou à deux, avec la capacité d'emport, les bagages, etc. La position de conduite bien droite, bien protégée. Et à la fois, tu as le moteur, excusez-moi du peu, d'une superbike dedans. Je veux dire, je sais pas ce qu'il faut de plus pour te convaincre. T'as un trail routier confortable avec un moteur de superbike. C'est le moteur de la 1198 dans cette moto. Alors il a été un peu dégonflé, principalement pour gagner en fiabilité, et ça a fonctionné parce que cette moto, elle est super fiable. Mais dégonflée à seulement 150 chevaux. Voilà. Moi, 150 chevaux, c'est largement suffisant. J'ai pas besoin de plus. 150 chevaux, je suis pas capable de les exploiter complètement de toute façon. Et voilà, j'ai ce côté-là, j'ai une moto trop puissante pour moi, sans être non plus démentielle comme du 200 bourrin ou quoi que ce soit. 150 chevaux, 200 kilos à sec, un cadre de folie tubulaire, une gueule. Moi, j'adore la gueule. J'aurais pu hésiter avec la 1290 Adventure, mais tu vois, là où en Super Duke, la 1290, je la trouve trop radicale dans son design, bah la 1290 Adventure, je la trouve limite trop passe-partout. Alors pareil, partie cycle de ouf et moteur de ouf pour la 1290, mais alors en termes de design, d'élégance, de beauté de la chose, pour moi la Ducati est 10 crans au-dessus. Le tout en version S, full suspension électronique Collins, c'est un putain de régal, je sais pas quoi te dire de plus. C'est la moto ultime, vraiment. Et même par rapport à celles qui viennent après, les versions à partir de 2013, toujours en 1200, puis la DVT, puis les 1260, elles sont à chaque fois plus lourdes, elles prennent un design un peu plus rond, un peu moins affûté. Et je te parle pas de la V4, qui visuellement me plaît pas du tout, et qui en termes de sensation, voilà, le V4, c'est démentiel en termes de performance, mais en termes de caractère moteur, le V2 c'est tellement meilleur. Donc voilà, vraiment la 1200 S de 2010 à 2012. C'est un peu restreint, mais c'est la moto idéale, c'est la moto ultime, c'est la moto que je regrette absolument de vendre. C'est un abonné qui va en profiter et je suis déjà très jaloux de lui. Mais bon, je l'ai déjà dit et j'ai pas le temps de rouler avec en ce moment. Mais je te jure, dès que j'ai le temps de reprendre la moto plus sérieusement, c'est-à-dire quand mes enfants seront un peu plus grands, je rachète la même. Je m'en fous. À moins que quelqu'un sorte d'ici là un modèle aussi incroyable, je rachète exactement la même. Donc voilà, trail routier, Ducati Multistrada 1200S 2010-2012, rien à foutre, c'est la meilleure. Et je vais me calmer un petit peu et on va passer à la catégorie suivante. Alors les sportives, comme dit en début de podcast, il y en a beaucoup que j'aime énormément, mais on va pas se mentir, j'ai pas le niveau de pilotage suffisant pour savoir les exploiter et pouvoir en profiter pleinement. C'est pour ça que les très grosses cylindrées, je les ai exclus de ma sélection. Et donc si aujourd'hui, tu vois, je dois acheter une sportive, on sera sur du mid-size. Donc dans celle que j'ai retenue, il y a la Triumph Daytona, pour les anciens, ceux qui l'ont connue, moto incroyable. Il y a aussi la Ducati 848, la petite sœur de la 1098, ultra caractérielle, ultra précise, ultra rigide, mais aussi ultra inconfortable. Et il y a la MV Agusta F3, donc 800 cm3, 3 cylindres. Et honnêtement, je me tâte. Bon, la Daytona, malgré toutes ses qualités, elle sort parce que d'un point de vue design, il manque un petit truc, tu vois. Il manque la petite touche. Et entre la 848 et la F3, je vais partir sur le principe qu'elles auraient à la fois une utilisation piste, mais que j'ai aussi envie de les emmener sur la route parfois. Et honnêtement, il y en a une des deux, à la simple idée d'aller me faire une petite balade sur route ouverte avec, j'ai envie de crever. Et c'est la 848. Cette moto, elle est fatigante, elle est inconfortable. Alors ouais, j'adore le caractère du V-Twin dans une sportive. Je trouve ça incroyable comme sensation. Mais là, c'est tout le reste qui va pas. La position, la moto qui surchauffe, le moteur qui cogne à bas régime. Dès que tu dois traverser un village, t'as envie de poser la moto sur la béquille et de rentrer en stop. Hein. C'est une horreur. Alors que la F3, bon, la position, ça reste une position assez radicale de sportive, mais t'as un moteur qui est quand même relativement plus souple, moins fatigant. Je sais pas, personnellement, je suis mieux sur une F3 que sur une 848. Et en termes de performance aussi, on va pas se mentir, il n'y a pas photo. La F3 est au-dessus de la 848. C'est deux plaisirs très différents. J'ai beaucoup de mal à faire ce choix, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je sors un argument, je suis là en mode « Ah ouais, mais la 848 si, ah ouais, mais la F3 ça ». En termes de design, pareil, je les trouve sublimes toutes les deux. Elles sont magnifiques ces motos. Laquelle je préfère ? Je sais pas, en fait, je sais pas.
Ouais, non, en vrai, honnêtement, là, maintenant, quand j'y pense... Parce qu'en plus, j'ai déjà mis une MV Agusta dans le classement en roadster. C'est la MV qui a gagné devant la Ducati. Donc là, j'ai envie de mettre une Ducati, mais de l'autre côté, j'ai déjà 2 autres Ducati dans... Ah, je sais pas. Non, en vrai, je sais pas, parce que même sur circuit, si je veux des grosses sensations moteur, bah, j'ai envie de prendre la 848. Mais si je veux un truc plus performant qui m'expédie dans les tours, bah, j'ai envie de prendre la F3. Et en vrai, je dis la 848, elle est inconfortable sur route, mais bah, la F3, elle est à peine mieux. Hein. Bon, je vais partir du principe, après tout, c'est mon podcast, je fais ce que je veux, que vous m'accordez un joker et je fais pas de choix. On va dire voilà, F3, 848, je sais pas laquelle. Peut-être un jour je fais un podcast juste là-dessus. Et ou mieux, je prends le temps de les essayer toutes les deux et je fais une vidéo comparative, des vidéos comparatives et un podcast. Qu'est-ce que je préfère entre la F3 et la 848 ? Bref, allez, on va pas y passer la nuit non plus. Catégorie suivante, qu'est-ce que j'ai mis ? Moto Prestige. Moto Prestige, la liste est assez limitée, hein. C'est les motos qui valent v'là les thunes, qui sont chères, rares, etc. Donc évidemment, genre la Aston Martin, Midual, Browse Superior. Et moi, celle que j'ai choisie, sans hésiter une seule seconde, c'est la Avinton. Alors malheureusement, Avinton, ça n'existe plus. Ça a fermé il y a 2-3 ans. L'usine a mis la clé sous la porte parce qu'ils étaient incapables d'adapter leur moteur aux nouvelles normes environnementales. Donc merci Euro 4 qui a tué Avinton. Moi, ça fait plus de 10 ans que je me dis, un jour, quand j'aurai l'argent, quand je serai grand, je m'achèterai une Avinton. Alors c'est cher, tu vois, c'est une Avinton neuve, 128 000 options. Vraiment, la moto de base qui est déjà assez exceptionnelle, c'était 35 000 balles. Et en vrai, 35 000 balles, si tu compares ça à une Multistrada V4S, c'est plus cher, c'est 37 000 balles, je crois. Une Harley Davidson bien optionnée, les grosses, c'est 40 000 balles. Les Indian, pareil, tu vois. Donc en vrai, une moto exclusive, limite c'est faite à la main, j'ai envie de te dire, artisanalement, dans une petite usine en France, aussi exceptionnelle en termes de sensations qu'en termes de design, 35 000 balles, je trouve que c'était, entre guillemets, pas cher payé. Donc pour ceux qui connaissent pas, Avinton, c'est un roadster ultra compact, avec un énorme moteur américain SNS de 1700 cm3 dedans. Donc t'avais une moto qui faisait, je sais plus, je crois, c'est 180 kg. Attends, 170 kg à sec, qui développait 120 chevaux à la roue arrière à 5000 tours minute. Excusez-moi du peu. Si tu te rends pas vraiment compte, et attention, alors là, c'est la mesure démentielle, c'est ce qui fait que cette moto m'a fait kiffer, me fait absolument rêver. 17 mètres kilos de couple à 3000 tours minute. 3000 tours minute, oui. Alors, c'est une moto, pour ceux qui connaissent les Buell, on est à peu près dans le même délire, hein. Donc c'est un gros moteur américain qui prend très très peu de tours, hein. En tour maximum, je sais plus combien c'est, mais ça doit être 8000 tours zone rouge, un truc comme ça. Tout est en bas. C'est un style de pilotage assez particulier. Faut jouer du sélecteur. En plus, t'as une boîte de vitesse. C'est une horreur la boîte de vitesse sur ces moteurs, mais c'est pas grave. En termes de sensation, je veux dire, tu tournes la poignée, t'as un ralenti, allez à quoi, 800 tours minute, un truc comme ça, et à peine à 3000 tours minute, tu tapes 17 mètres kilos de couple. Voilà. Et le tout avec un design sublime. T'as une boîte à air à clapper à la place du réservoir. Tu sais, à clapper là, comme les gros moteurs américains. Et le réservoir en fait est sous la selle, donc t'as le poids qui est vachement bas. Et heureusement parce qu'en fait le moteur il est très haut en réalité verticalement. Donc le réservoir sous la selle ça vient compenser. Et c'est beau, c'est ultra minimaliste. C'est un design ultra léché. L'inspiration esthétique c'est la Cobra et c'est très très beau en fait. C'est juste magnifique. Je t'invite. C'est pour ça aussi que j'hésitais à faire ce sujet en podcast, parce que je peux pas te montrer. Je t'invite à aller voir à quoi ça ressemble une Avinton, Avinton. C'est français, c'est un design français, c'est une conception française. Alors oui, le moteur est américain parce qu'ils ont décidé de mettre ça dedans, mais l'idée, la conception, la réalisation, tout était fait en France, dans une usine dans le sud. C'est sublime. Si t'as une Avinton, je suis prêt à te l'entretenir gratuitement juste pour le plaisir de l'avoir à l'atelier. Voilà, c'est dit. Je te fais un entretien, je te fais ta vidange, je te la lave, juste pour le plaisir. Bref, Avinton, c'est la moto de mes rêves. Malheureusement, j'en aurai sans doute jamais parce que vu que l'usine n'existe plus, maintenant les modèles d'occasion vont faire que prendre de la valeur parce qu'ils vont être de plus en plus rares. Et ça me fout un peu les boules. Et voilà, en moto de prestige, Avinton, sans hésiter. Une seule seconde. Parce qu'en plus, en vrai, une brosse supérieure, j'en ai déjà roulé une brosse supérieure. Ça vaut entre 4 et 8 fois le prix d'une Avinton. Bah alors franchement, en termes de sensation, en termes de beauté ou quoi que ce soit, moi ça a rien provoqué en moi. La brosse supérieure, j'étais content d'avoir pu l'essayer parce que c'est exclusif, parce que je n'en essayerai qu'une seule dans ma vie. En revanche, même si j'avais les thunes, j'en achèterais pas. Ça m'intéresse pas. Alors que la Avinton, voilà quoi.
Allez, je vais arrêter de pleurer sur la disparition de la Vinton et on va passer à la catégorie suivante qui est les trails dual sport. Alors les trails dual sport, en tant que fan de trail adventure, hein, pas pour rien que ça s'appelle ADV Moto, Adventure Moto, mon atelier. J'en ai eu beaucoup, j'ai eu de la Transalp, j'ai eu de l'Africa Twin, j'ai eu de la XT aussi, voilà. Dans les récentes, il y en a 2 qui m'intéressent. En vrai, il y en a une qui est le choix raisonnable, que peut-être je ferai un jour, parce que d'un point de vue budget, une moto que tu vas aller envoyer dans la terre, dans le sable, dans la boue, t'as pas envie non plus que ce soit un truc qui coûte une couille. Et donc ce serait la Ténéré 700. Mais celle qui fait battre mon cœur, en vrai, autant en termes de design qu'en termes de moteur, c'est clairement la Desert X de Ducati. Je trouve le design incroyablement bien réussi. Elle a vraiment tout ce que j'attends d'un trail dual sport. Ce qu'elle a de plus que la Ténéré 700, dont le design est très très réussi aussi dans un autre style, c'est le moteur plus puissant. Parce que la Ténéré, c'est 75 chevaux. 75 chevaux, quand t'es chargé, sur route, c'est vite ennuyant. Mais d'un autre côté, voilà, c'est un trail dual sport. C'est-à-dire que c'est pas ce que je lui demande. Alors si je dois en avoir qu'une seule, tu vois, c'est-à-dire que si je dois avoir qu'une seule moto et que cette moto doit être un trail dual sport, je prendrais plus la Ducati. Parce que au moins quand je ferai de la route, je serai pas, voilà, t'as un moteur de 110 chevaux, je serai moins frustré qu'avec le CP2 de 75 chevaux. Mais si je dois avoir une moto dédiée au dual sport, c'est-à-dire qu'en gros c'est la moto que je sors 2 fois par an pour aller me faire un trip au Maroc ou dans les Bardenas ou un truc comme ça, je prendrais plutôt la Ténéré 700. J'aurais quand même moins de scrupules à la foutre par terre qu'une Desert X. Après, si j'ai un budget limité, voilà. Donc, si je dois en choisir une, effectivement, ça restera la Desert X. Elle est superbe, elle a un moteur full patate, bon gros V-twin à courroie, l'ancienne Desmo comme on aime, bordel, Ducati. Arrêtez de nous enlever le Desmo, arrêtez de nous enlever les courroies. Je sais que les nouveaux moteurs sont plus performants, plus légers, moins chers à produire, plus faciles à entretenir, plus fiables, mais merde, ça perd en caractère, quoi. Voilà, la Desert X, et en second choix, la Ténéré 700. Et je l'ai attendu longtemps, la Desert X en plus. Hein. T'es vraiment, en tant que grand fan de trail, de vrai trail, hein, de trail dual sport, j'ai une liste de caractéristiques que je voulais pour ma moto idéale. Donc c'est un moteur d'au moins 100 chevaux, un twin en V, impératif. Je suis un gros fan de l'Africa Twin 650 et 750. Et ce caractère moteur, dans la plupart des autres trails dual sport qui sont en bicylindre parallèle, il y est pas en fait. C'est efficace, mais ça manque de couple à bas régime pour te sortir d'une ornière. Ça manque de caractère sur la route, c'est moins fun tout simplement. Je veux du V-twin, bordel. Je voulais aussi, voilà, des jantes en 18-21 à rayon tangentiel. Ça, par exemple, ce que n'a pas la Ténéré 700. Des vraies suspensions, une moto qui soit vraiment haute, avec un gros réservoir, avec un minimum d'électronique. En vrai, la Desert X, en termes d'électronique, c'est assez restreint. En gros, t'as 3 modes moteur, t'as des poignées chauffantes, voilà, t'as pas 15 000 trucs, hein, et ça, c'est cool. La Ténéré 700, c'est exactement la même chose. Voilà, vraiment, et puis, c'est une Ducati, et puis elle a un design que je trouve incroyable, très très inspiré d'une autre moto que j'aime beaucoup, qui est la Cagiva Elephant, avec un moteur 900 Ducati pour les anciens qui s'en rappellent. En tant que grand fan du Dakar, sachant que j'ai grandi en partie au Sénégal, que j'ai vu l'arrivée de l'avant-dernier Paris-Dakar au bord du lac Rose, voilà, moi c'est une moto qui me parle énormément, c'est aussi pour ça que l'Africa Twin est une de mes motos de cœur, et cette Desert X est pour moi ce qui se fait de mieux. Et d'ailleurs au final, est-ce que ça serait pas une néo-rétro, la Desert X? En termes de design, en vrai un peu, hein. Tiens, allez, on dégage la 90, on met la Desert X en néo-rétro et en dual sport. Ou alors, je mets la Desert X en dual sport, en néo-rétro, et la Ténéré 700 en dual sport, comme ça, j'ai les deux, je me fais pas chier. Allez, zou. On va rester dans le trail, mais en trail vraiment orienté tout terrain cette fois-ci. Donc sur des motos qui sont beaucoup moins connues, parce qu'elles sont vraiment destinées à un usage exclusif. C'est, en gros, des motos, ce sont des vrais trails tout terrain. Ce sont des motos, en gros, d'enduro, mais longue durée. Un mec qui aime l'enduro et qui voudrait faire ça pendant une semaine entière avec, justement, 2-3 bagages sur l'arrière et plus d'autonomie, c'est ça qu'il lui faut. Il y en a pas beaucoup. Il y a pas si longtemps, je t'aurais dit que ce que je voudrais, c'est une AJP PR7. Il y en a pas beaucoup qui vont la connaître. L'AJP PR7, c'est une moto espagnole avec un moteur. Alors il y a eu plusieurs évolutions, il y a eu plusieurs moteurs. Il y a eu du 600, il y a eu du 660. Aujourd'hui, je crois que c'est du 660 dedans, qui a été encore retravaillé pour qu'il soit plus souple, etc. En gros, c'est une moto vraiment, tu l'achètes, tu mets ton sac derrière et tu peux partir. T'as pas de préparation à faire, t'as pas rajouté si ou mi ou quoi comme accessoire. La moto est faite pour ça, uniquement pour ça. Sur route, c'est pas vraiment confortable, au quotidien non plus. C'est vraiment une moto qui est faite pour barouder à l'ancienne, avec quand même une bécane qui a des suspensions modernes, une électronique basique mais moderne, avec tout ce qu'il faut au tableau de bord pour gérer un GPS, pour machin et tout. C'est ultra léger, c'est très coupleux. On veut pas de la puissance là-dessus, on veut vraiment du couple. Voilà, c'est assez bien foutu. C'est pas si cher que ça. Et en fait, ce qui fait que
ça se vend pas, surtout que c'est des motos qui sont très exclusives dans leur utilisation. C'est comme un supermoto. Limite, c'est pire qu'un supermoto, parce que le supermoto, tu peux faire des concessions et te dire de temps en temps, tu vas faire des trajets un peu plus longs, quoi que ce soit. Là, une AJP PR7, bon, t'as pas envie de l'utiliser pour aller au boulot, tu vois, ça a aucun sens. Et donc, comme je te disais, j'aurais choisi la JP PR7, mais depuis peu, il y a une nouvelle moto sur ce segment très rare, et en plus, c'est une chinoise, et c'est la KOV 450. Alors, tu sais que j'adore cracher sur les chinoises, mais celle-là, elle a le mérite d'avoir été engagée au Dakar. Une chinoise qui a fait le Dakar, je crois qu'ils en ont envoyé 3 ou 4, et elle a fini le Dakar, surtout. C'est une moto qui a fini le Dakar, même s'ils n'ont pas été classés, même s'ils n'étaient pas en tête de classement. Et donc, c'est une moto qu'on peut raisonnablement estimer comme étant fiable et solide pour cette utilisation. Et le tout pour moins de 10 000 balles. Si je me souviens bien, elle est vendue 9 999 € dans sa version de base. Et la version de base, comme la JP PR7, voilà, t'as rien à rajouter. Tu fous ton sac sur la selle et tu pars faire le tour du monde avec. Après, t'as une version rallye avec amortisseur de direction, réserve d'eau, tour de contrôle en carbone, vraiment tout ce qu'il faut pour l'engager en compétition de haut niveau, mais pour 6 000 balles de plus seulement. Donc pour 16 000 balles, t'as une moto de compétition, type usine. Va regarder ce que ça coûte une KTM 450 Rally ou une CRF 450 Rally et tu reviens me voir après. Parce que pour 16 000 balles, c'est 2 fois ce prix-là. Hein. Donc pour un utilisateur comme moi qui voudrait justement une moto, un trail tout-terrain, pas pour faire de la compétition ou en tout cas pour faire à la limite des petites compétitions amicales, en tout cas voilà, un trail tout-terrain en 450 moderne avec une vraie gueule de rallye, etc. Bah ouais, la KOV 450. Honnêtement, j'adorerais l'essayer, chinoise ou pas. Je pense que c'est vraiment un gros kiff. Et je pense que cette moto a vraiment de l'avenir dans sa catégorie, aussi confidentielle soit-elle. Et là, maintenant, la JP PR7, le seul truc qu'elle a pour elle, en fait, c'est un retour sur le long terme, parce que c'est des moteurs qu'on connaît bien, et il y a eu plusieurs moteurs dedans, mais il y a eu le moteur, par exemple, de la XT660, donc forcément, c'est un moteur qu'on connaît bien, qui est éprouvé, qu'on sait fiabiliser, etc. Et toujours dans ce milieu très confidentiel, c'est une moto qui a, voilà, connu et reconnu pour ses qualités. Alors que la KOV, elle est toute neuve, mais je suis navré pour AJP, je crains que, surtout au tarif à laquelle est vendue la KOV, que la JP PR7 n'ait plus d'avenir, en fait, et n'a même plus de raison d'être, parce que, honnêtement, entre une 450 et une 700, pour cette utilisation, t'en as rien à foutre, tu vois, d'avoir une plus grosse cylindrée. Si la KOV s'avère fiable, en tout cas en termes de résistance, elle a prouvé en participant au Dakar et en finissant le Dakar, excusez-moi du peu, ben au final, ouais, quel intérêt à prendre une AJP quand pour moins cher, en plus je sais plus combien coûte la JP, mais je crois qu'elle est plus chère que la KOV, pour moins cher, t'as une KOV 450. Donc voilà, KOV 450, une moto chinoise dans mon classement, j'aurais pas cru, on me l'aurait dit il y a quelques années, j'y aurais pas cru. Allez, il nous reste 2 catégories, on va aborder les GT. Hein. Les GT, c'est un peu comme les dragsters, il y en a pas beaucoup au final, les vrais GT. Je parle pas de la Deauville, tu vois, par exemple, qui est une routière. Évidemment, on va citer la Merde, comment ça s'appelle? La K1600 GTL, c'est d'ignominie. En termes de mécanique, c'est une horreur, ça, à entretenir et tout. Je suis vraiment pas fan de cette moto. Et sa concurrente, la Honda Goldwing. Voilà, s'il y a une GT, c'est la Goldwing. En plus, la K1600 GTL, oui, c'est une très bonne GT, d'accord. Mais en vrai, elle a aucune personnalité. C'est-à-dire que le moteur, oui, c'est un 6 cylindres, mais bon, c'est un 6 cylindres en ligne, tu vois, c'est pas original. Le design, il est soporifique, le design. Il a rien, tu vois. La Goldwing, elle a quelque chose, elle a une ligne. Alors, bon, moi, j'ai une petite préférence pour les anciennes Goldwing, les 1500 et tout, mais ouais, même les nouvelles Goldwing, tu vois, elles ont gardé une ligne. Elles ont gardé, esthétiquement, tu reconnais une Goldwing. Alors qu'en vrai, une K1600 GTL, de loin, tu sais, tu te dis, ah, ça pourrait être une R1250 RT, tu vois. Donc, ouais, non, la Goldwing, c'est la GT par excellence. C'est un moteur incroyablement doux, incroyablement fiable, incroyable en fait pour son usage, c'est-à-dire couser confortablement, aux vitesses légales. C'est aussi pour ça que je roule pas, c'est aussi pour ça que je suis pas client des GT. Hein. C'est voilà, c'est statutaire. En fait, tout ce que tu peux avoir sur une moto, tu l'as sur la Goldwing. Elle a toutes les options du monde, l'autoradio, le grille-pain, t'as un barbecue dans les valises à l'arrière, tout ce que tu veux. Voilà, c'est la GT par excellence. Je sais pas quoi ajouter à la Goldwing. Parce qu'en fait, la Goldwing, voilà, comme je dis, elle a juste tout ce qui existe sur une moto. Ils l'ont mis. Alors, ça pèse un âne mort, mais en roulant, ça se manipule très facilement. Et même si tu dois la déplacer à l'arrêt, t'as une marche arrière sur le machin pour pas galérer à la déplacer à l'arrêt. Non, c'est une moto extraordinaire. Si tu dois traverser les États-Unis, tu sais, de genre d'est en ouest par les highways américaines, alors oui, dans l'absolu, tu vas prendre une Harley, donc ça marche pas. Voilà, la Goldwing, si t'aimes le style GT, si t'aimes le mythe de la GT, bah c'est la Goldwing et rien d'autre. Hein. Je sais pas quoi te dire de plus. Puis le bruit de ce moteur-là, enfin le bruit, le chuintement, le murmure.
c'est tout doux. Non, honnêtement. Et pourtant, tu sais que j'aime les gros twins qui tapent, les machins qui font du bruit et tout, mais il se passe un truc sur une Goldwing. Il se passe quelque chose. Peut que t'inviter à monter sur une Goldwing au moins une fois, même en passager. Il y a un côté douceur, c'est un canapé. C'est un canapé avec des roues. En plus, c'est super bien équilibré. Le 6 cylindres à plat, tu sais, t'as tout le poids en bas. Donc la moto, même si elle pèse 450 kg, je sais pas combien en vrai, c'est maniable, c'est super. Le poids et les masses sont très bien répartis. Enfin, je trouve pas j'ai pas de défaut à trouver à cette moto. Tu me dis qu'elle est trop lourde, oui, mais c'est une GT. C'est comme si tu me dis qu'un chien c'est trop poilu. Je veux dire, c'est un chien. Ah oui. Et en tant que mécanicien, si, il y a un truc qu'il faut que je dise. La Goldwing, meilleure RTA ever. La première fois que j'ai fait une Goldwing, c'était une 1500 de mémoire, en plus attelé, avec un side, mais bon, ça on s'en fout. Et c'était une sortie de grange, et mon patron me la confie de A à Z pour la remettre en route. Je trouve le manuel atelier, et j'ai jamais vu un manuel atelier aussi complet, aussi bien foutu. Parce que la Goldwing, c'est quand même beaucoup de carénage. Donc les motos carénées, c'est souvent très chiant à démonter et tout. Là, le manuel atelier de la Goldwing, c'était pas genre, pour accéder aux courroies, t'as une distribution par courroie, démonter les carénages à l'avant. Non, tu avais une photo de chaque carénage avec la position de toutes les vis, parce qu'il y en a qui sont un peu cachées, tu sais, parce que comme c'est une GT, t'as beaucoup de vis qui sont cachées derrière des caches en chrome ou des trucs comme ça. T'avais la position de toutes les vis, ça te disait quelle taille de tournevis il fallait ou quelle taille de clé, et étape par étape. Et vraiment, c'était un tuto, un enfant de 6 ans, il te la démonte la moto. Et ça, en tant que mécanicien, c'est vachement appréciable. T'as pas toujours besoin d'autant de précision, mais sur une moto avec 28 000 carénages comme ça, en fait, justement, bah tu vois, un truc qui devrait être un inconvénient, quand je dois démonter une putain de BMW KC100 ou RT, ou des motos full carénées comme ça, des grosses routières full carénées, t'as vite fait de râler et tout, mais là, pas du tout. C'est-à-dire que un des gros inconvénients pour les mécaniciens de cette moto, ils l'ont gommé totalement avec un manuel atelier incroyablement bien fait. Honda, là-dessus, la meilleure GT du monde, vous avez mis le meilleur manuel atelier, je sais pas quoi vous dire. Si, ce serait bien de faire ça pour toutes les motos, ce serait cool. Donc voilà, c'est une moto évidemment que j'achèterai jamais parce que je suis pas client de ce type de moto, mais c'est une moto où je suis obligé de reconnaître ses incroyables qualités et son statut de moto mythique, tout simplement. Donc voilà, Sport GT, la Honda Goldwing, évidemment. De toute façon, la question ne se posait même pas. Et on va finir avec une catégorie que j'aime beaucoup, personnellement, et qui a tendance à disparaître. Parce que aujourd'hui, les motos sportives ont des tendances plus routières. Certaines motos sportives, en tout cas, ont des tendances plus routières. Et c'est donc la catégorie des sports GT. Et dans la catégorie des sports GT, pour ceux qui voient pas forcément ce que c'est, parce que, effectivement, les plus jeunes ne connaissent pas cette catégorie, c'est la VFR, la Honda VFR. Mais c'est aussi celle que je choisis de mettre dans mon classement, c'est aussi la Suzuki Hayabusa. Est-ce que je suis vraiment obligé d'en dire plus sur cette moto? Parce que je pense que même les plus jeunes, les motards les plus novices ont déjà entendu parler de la Hayabusa. D'ailleurs, en plus, je dis ça, mais je suis con, ils l'ont ressorti en fait. Donc oui, la Hayabusa, elle est d'actualité. Alors bon, moi, c'est la Hayabusa, c'est les premières générations. La nouvelle, honnêtement, esthétiquement, elle me plaît un peu moins. Elle me plaît beaucoup moins même. Et je reste très très attaché au premier Hayabusa. Parce que ouais, la Hayabusa, c'est pas une sportive. T'as vu l'empattement du machin, le poids, c'est pas une sportive. Et malgré son moteur démentiel et les prises de vitesse dont elle est capable, c'est une moto qui est relativement confortable et facile. La position est pas radicale dessus, hein. T'es plutôt bien assis. D'ailleurs, la selle est ultra moelleuse sur cette moto, peut-être un peu trop. C'est une moto de par son empattement qui est très stable. C'est un moteur voilà qui est oui certes très puissant, mais aussi relativement coupleux, onctueux, confortable, qui reprend très bas. C'est une moto qui freine super bien, d'origine. Honnêtement, la première fois que je suis allé essayer une Hayabusa, étant donné l'époque du machin, donc fin des années 90, 98, 99, un truc comme ça, et avec le poids du bestiau, honnêtement, je m'attendais à me faire quelques petites frayeurs sur le freinage. En réalité, pas du tout. Non seulement ça freine fort, mais en plus, t'as un freinage d'origine, hein, j'entends, qui est très facilement dosable. T'as un vrai mordant, mais t'as un ressenti, t'as un feeling qui est parfait, donc c'est une moto, c'est une super moto. C'est une super moto. Alors, pour remettre dans le contexte, pour ceux qui la connaîtraient moins, c'est une moto, donc fin des années 90, début des années 2000, de 175 chevaux. Voilà. 1300 cm3, 175 chevaux. Un bel engin quand même. Et avec aussi, voilà, tout le côté mythique de cette moto qui a été officiellement la première à atteindre les 300 km/h stock d'origine. On parle pas de turbo, on parle pas de quoi que ce soit. C'est une moto stock, voilà. Alors, en réalité, en termes de performance, par exemple, je sais pas,
sur un circuit ou si tu arsouilles avec des copains, c'était pas du tout ce qu'il y avait de meilleur parce que la moto est quand même lourde, hein, dans les 250 kilos, 3 de base. T'as cet empattement qui la rend absolument pas agile sur l'angle, mais c'était pas le but de cette moto. D'ailleurs, c'est pas le but de cette catégorie. C'est une Sport GT. Une Sport GT, c'est une moto avec un moteur sportif, mais un accastillage orienté routier. Donc voilà, c'est le plaisir d'avoir un moteur puissant, démesuré même, sur une moto avec laquelle tu peux partir en road trip pendant 2 semaines, sur les grands axes, en tout confort, quoi. Et ça, elle le fait parfaitement bien. Donc t'as à la fois le confort et à la fois les sensations. C'est tout le principe de la Sport GT. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien cette catégorie. Tu vois, tout comme j'aime le trail sportif, en fait, j'aime bien ces motos qui sont capables de m'offrir les avantages d'univers différents. Des motos qui sont en vrai polyvalentes, quoi. Parce que des bonnes routières, il y en a, j'en ai cité. Et voilà, une bonne routière sportive, c'est super cool. Et puis voilà, la Hayabusa, elle a en plus ce design absolument invraisemblable. Donc, parce que il a été étudié en soufflerie, quoi, machin. En vrai, je me rappelle la première fois que j'en ai vu une, quand j'étais gosse dans un magazine, je l'ai trouvée moche, putain, mais à crever. Vraiment, j'étais en mode, c'est la moto la plus moche du monde. Et j'ai dit ça, que c'était la moto la plus moche du monde, j'ai dit ça pendant des années. Et au fil du temps, en vrai, je la trouve toujours moche, mais je la trouve belle dans sa laideur. J'ai le même rapport avec la Hayabusa que j'ai avec le tuning sur les voitures des années 2000. C'est-à-dire que je trouve ça dégueulasse, mais il y a un côté kitsch qui me plaît, tu vois. C'est le petit Jackie tuning en moi se réveille et se dit, ah, c'est pas si mal que ça quand même. Et vraiment, la Hayabusa, c'est une moto que j'adorerais avoir dans mon garage. D'ailleurs, si j'en ai une, je fais une prépa tuning dessus. Esthétique, purement esthétique, tu sais, avec des flamings, tu sais, un truc bien dégueulasse, jaune et rose, tu vois, un truc bien kitsch, bien crade. Mais en dehors de ça, en dehors de mon délire de tuning, c'est vraiment une moto qui est fiable, qui est efficace, qui est confortable. C'est une moto qui est extrêmement réussie. Et le fait qu'ils aient réussi à mettre ce moteur et ses performances en ligne droite, etc., de vitesse dans une moto qui est utilisable, confortable et tout ça, en vrai, c'est vraiment une masterclass. Généralement, un constructeur, il va te faire une moto avec un moteur de gros port pour la montre, pour dire, voilà, regardez ce dont on est capable, c'est une moto vitrine, mais il en fait pas routière au catalogue, tu vois. Il en fait une sportive, tu fais cette moto vitrine avec le moteur démentiel, et après, à la limite, tu fais un dérivé orienté plus routier ou quoi. Mais là, ils t'ont vraiment mis leur moteur le plus balèze dans une moto confortable, je vais pas dire utilisable au quotidien, parce que t'as pas envie d'aller au boulot à Paris avec ça. Mais en vrai, si t'habites à la campagne comme moi et que tu bosses à 30 bornes de chez toi, moi je pourrais aller taffer tous les jours avec une Hayabusa, hein, c'est pas un problème. Ce serait même un plaisir. La moto au quotidien, hors agglomération, c'est parfaitement utilisable, c'est un régal même. Et après, t'as ce délire, dès que t'as un bout de ligne droite, tu mets la poignée dans l'angle. Non, vraiment, c'est polyvalent, c'est démentiel et c'est mythique. Cette gueule, scandale entre guillemets qu'elle a fait dans les journaux à l'époque, les ministres de la sécurité routière qui s'insurgeaient qu'on puisse mettre ça sur route ouverte, c'est incroyable. Voilà, Suzuki Hayabusa, tu vois, c'est pas souvent que je dis du bien de Suzuki, il y a très peu de motos chez Suzuki qui m'ont fait rêver dans ma vie de motard, et la Hayabusa est une de ces rares exceptions. Et c'est pour ça qu'elle arrive en tête de mon classement, devant la Honda VFR, que j'aime beaucoup également, devant les Ducati ST, que j'aime beaucoup aussi. Ducati ST, incroyablement sous-cotée comme moto, et pourtant, elles sont vraiment extraordinaires. Mais la Sport GT, pour moi, la plus incroyable, c'est la Suzuki Hayabusa. Il n'y a pas à chier. Voilà, on est arrivé à la fin de ce podcast. Je pense que j'ai pas vraiment oublié de catégorie de moto. J'espère que ça t'aura plu. Alors, on n'est pas sur le podcast qui t'aura appris 1001 choses sur la moto ou qui va révolutionner ta vie de motard. On est plus sur du divertissement, juste parler moto pour le plaisir de parler moto. C'est ce que je fais de mieux. Et vraiment, un truc que je trouverais super cool, je le redis, en fait, c'est d'inviter des gens plus ou moins connus sur les réseaux sociaux et de leur demander de faire la même liste pour pouvoir en discuter. Et moi, de donner mon avis de motard et de mécanicien sur ces motos. C'est vrai que j'ai pas trop parlé de mécanique sur les motos que j'ai citées, maintenant que j'y pense. Je me suis laissé emporter. Vraiment, comme je t'ai dit, je suis en total impro. Si, j'ai dû parler quand même, j'ai un peu parlé de la fiabilité. J'ai parlé des moteurs, mais j'ai pas parlé de l'aspect réparation ou entretien de ces motos, pas forcément. C'était pas le thème, mais en vrai, c'est pas super évident de parler de mécanique dans un podcast. Évidemment, c'est un sujet, une fois de plus, qui se prête plus à la vidéo pour pouvoir te montrer. Si je te parle d'un moteur contrarotatif, t'as envie d'avoir une vidéo en 3D de l'intérieur du moteur pour comprendre ce que ça veut dire, etc. C'est un peu plus compliqué. Voilà, je découvre le podcast, je suis pas un professionnel. Tu me diras ce que t'en as pensé dans les commentaires.
Peut-être que le prochain sujet, je ferai un truc un peu plus orienté mécanique. Ou alors, au final, est-ce que, tu vois, je garde la mécanique pour les vidéos TikTok et potentiellement YouTube, et que justement, le podcast, on aborde plus la culture moto en général. Il y a plein de sujets vraiment culture moto dont j'aimerais parler, qui m'intéressent. Je pense à, tu vois, des trucs sur l'histoire de la moto, ou l'histoire de la mécanique même, des trucs sur la moto dans la pop culture, dans les films, tout ça. Si t'as des idées de thèmes que t'aimerais bien voir abordés en podcast, n'hésite pas à le dire en commentaire sur mes différents réseaux sociaux. Évidemment, je t'invite à t'abonner, à liker, à mettre des étoiles sur Spotify, tout ça. Et si tu le peux et si tu le désires, à me soutenir sur Tipeee. Comme je l'ai promis, maintenant que je vais enregistrer ces podcasts tranquillou dans mon bureau, on va partir sur un rythme de 1 podcast par mois. Je pense que je peux le tenir. Donc, prochain podcast en janvier. J'ai pas encore décidé du thème. Je pense que je le choisirai complètement dernière minute. En attendant, j'espère que ça t'a plu. Moi, maintenant, je vais en avoir pour quelques heures de montage pour te finaliser tout ça et te le sortir normalement mi-décembre. D'ici le prochain podcast, évidemment, tu peux me retrouver sur TikTok comme d'habitude. Et comme je sais pas trop comment conclure ce podcast de manière stylée, je vais juste te dire merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, si t'es arrivé jusque-là, et à bientôt.